Bonjour, je suis Sabrina Ono et bienvenue sur le podcast des startups à l'école. Sur ce podcast, la jeune génération s'empare du micro pour découvrir les coulisses de l'innovation, du monde des startups et de l'écosystème tech au contact d'un entrepreneur. Qu'est-ce que l'innovation et à quoi sert-elle ? Comment l'intelligence artificielle peut-elle répondre aux grands enjeux dans le domaine de la santé ? Quels sont les métiers de demain qui me tendront les bras ? Autant de questions qui feront l'objet de la saison 2 de nos épisodes et permettront à nos élèves et étudiants de sortir grandis de cette expérience. Alors vous êtes prêts ? C'est parti. Bonjour Monsieur Bayat-Toda, merci de nous accorder cette interview. Nous sommes étudiants en première année de BTS Commerce International au lycée Jean-Baptiste Poquelin à Saint-Germain-en-Laye. Je m'appelle Keisha, enchantée de vous rencontrer et je voudrais savoir comment votre entreprise va se développer plus tard à l'international. Je laisse la parole maintenant à mes collègues. Bonjour monsieur, je m'appelle Kevin. Je fais partie du projet Startup à l'école et j'aimerais bien créer mon entreprise plus tard. Bonjour monsieur Bayat-Toda, je m'appelle Touradou. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Et voilà, je suis là pour en savoir plus sur votre parcours. Bonjour, je m'appelle Flavie et je me rends compte à quel point l'eau est précieuse et c'est pour ça que j'ai aussi un grand attrait pour l'environnement. Très bien. Bonjour, je m'appelle Axel et j'aimerais savoir comment vous faites le lien entre votre projet environnemental et la rentabilité de votre entreprise. Bonjour, moi c'est Tristan et je m'intéresse tout particulièrement à la technologie innovante sur laquelle vous vous appuyez pour Liquimity. Elle est basée sur un système de satellite. Je trouve ça très intriguant et j'ai hâte d'en savoir plus. Nous sommes formés pour accompagner les entreprises et particulièrement les TPE, les PME dans leur développement à l'international. De manière générale, nous nous intéressons à la démarche entrepreneuriale de certains d'entre nous envisagent de créer leur entreprise. Nous avons la volonté de comprendre les problématiques d'une entreprise à la fois dans son développement national et international. Nous sommes également des citoyens sensibilisés aux problèmes environnementaux. Nous sommes conscients qu'il y a un problème d'eau, de réserve en eau potable pour certains pays. L'entretien des réseaux d'approvisionnement en eau potable peut être stratégique pour eux. Vous êtes le dirigeant de Liquimity, une start-up spécialisée dans la détection des fuites d'eau. Nous souhaiterions vous interroger sur différents points, votre formation, votre parcours, votre motivation pour la création de Liquimity, l'activité de Liquimity et son implantation sur le marché français, puis les possibilités de développement international de Liquimity. 300 litres, c'est la consommation moyenne d'eau potable d'un Américain par jour. 10 litres, c'est la consommation maximale d'eau potable d'un habitant du tiers-monde par jour. En voyant la différence de consommation, avez-vous voulu travailler dans le domaine de la préservation de l'eau ? Pour le découvrir, commençons par des questions sur votre carrière et je laisse pour ça la parole à Touradou. Donc, une première question. Donc, quelle est votre formation et votre parcours avant la création de Liquimity ? Très bien, bonjour à tous, je suis ravi d'être là, de pouvoir échanger avec vous. Les différents points que vous voulez aborder sont très intéressants. Donc, pour commencer sur mon parcours, donc, je suis Hubert Bayat-Toda, j'ai un parcours à la fois technique et business. Donc, j'ai un diplôme d'ingénieur, ensuite j'ai fait une thèse en mathématiques appliquées. Donc j'ai eu la chance d'être invité à l'université de Stanford durant ma thèse, où j'ai présenté mes travaux, j'ai passé un peu de temps là-bas. Ensuite, j'ai travaillé dans le domaine de l'environnement au sein de l'IFP Énergie Nouvelle. Et après une carrière de responsable produit, j'ai arrêté pour reprendre mes études. J'ai refait des études de MBA à HEC Paris, et à l'issue de cela, je voulais travailler sur un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. Le domaine de l'eau. Je reviendrai un peu sur les motivations plus en détail de cette création. Donc, j'ai rejoint un programme appelé Entrepreneur First, au sein duquel j'ai eu l'opportunité de créer donc Liquimity. Et ensuite, j'ai été retenu, le programme a été retenu à Agoranov et c'est un peu le parcours que j'ai eu. Ok, super. Donc, deuxième question, pouvez-vous présenter succinctement l'activité de Liquimity ? Comment avez-vous procédé à la recherche de vos collaborateurs ? Avez-vous choisi ces personnes en fonction de leur profil ou de leur talent, de leurs valeurs ? Donc Liquimity, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 35% de l'eau qui est perdue à cause des fuites d'eau tous les ans dans les canalisations enterrées. En France, c'est 25%.
Et quand on zoome même sur le territoire français, il y a des zones qui perdent 50% de l'eau et qui font face à des pénuries d'eau. Donc il y a un vrai problème de perte d'eau à cause de ces fuites-là. Et c'est parce que le réseau, il est vieux. Donc il y a des canalisations qui sont très anciennes, qui dépassent 70 ans. La durée de vie d'une canalisation, c'est 60 ans, mais le réseau, il est très vieux. Il est très hétérogène, il y a plusieurs matériaux. Et aussi, il est très grand. Donc le réseau français, par exemple, il fait 1 million de kilomètres. Donc c'est très compliqué pour les chercheurs de fuite, parce que c'est le métier consacré à cette activité-là. C'est très compliqué pour eux de détecter, de trouver où est la fuite. Avec précision. Avec précision. Donc nous, notre travail, c'est vraiment de réduire la distance. C'est-à-dire que quand une ville comme, je vais prendre l'exemple de la ville de Rouen avec qui on travaille, ils ont 1200 km. Nous, ce qu'on va leur fournir, c'est les 20-30% du réseau qui vont concentrer 80% des fuites. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment de réduire au maximum la zone de recherche. Comme ça, ils pourront se concentrer et être beaucoup plus efficaces. Donc, on va réduire de près de 70% la distance qu'ils ont à faire pour trouver les fuites. Ça augmente la réactivité, ça réduit la durée de la fuite. C'est plus qualitatif aussi. Exactement, et à fin de compte, ça augmente fortement leur rendement. Donc, c'est un peu l'activité de l'ICMETED. Maintenant, sur la deuxième partie de ta question, sur les collaborateurs, comment on les a choisis, c'est des gens qui, premièrement, ont des compétences techniques fortes. On a plusieurs collaborateurs, on a 2 types de collaborateurs. Certains qui ont des profils de data scientist, je pourrais revenir là-dessus, ce que c'est qu'un data scientist, et des spécialistes de l'imagerie satellite. On les a choisis principalement, d'abord, grâce à leurs compétences techniques, mais surtout leur intérêt pour la préservation de la ressource d'eau. C'est quelque chose de très fort, le volet impact, le volet de... On se pose souvent la question sur l'intérêt de l'intelligence artificielle, l'intérêt des satellites, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que ça peut changer au quotidien dans nos vies. Et eux, ils voulaient appliquer ces connaissances-là dans un domaine qui a un impact fort. L'impact fort, c'est vraiment préserver toutes les gouttes d'eau qu'il y a dans le monde. L'eau, elle est traitée, il y a des problématiques de pénurie d'eau. Il est important que, quand on produit de l'eau, que ça arrive à bon port sans problème. Donc, ils voulaient vraiment s'impliquer pour que la technologie sur laquelle ils ont travaillé pendant des années ait du sens. Et c'est comme ça qu'on a pu fédérer. Et c'est vraiment l'esprit qu'on essaye de préserver au sein de l'ICMETED. Donc, ma troisième question, c'est la création de votre entreprise. Est-elle due à un événement qui a marqué votre vie ? Clairement, moi j'ai grandi au Cameroun, dans la capitale. Mes parents venaient d'acheter une maison en zone pavillonnaire qui était quasi toute neuve, mais au bout 10 ans plus tard, on avait des pénuries d'eau dans tous les sens, des coupures d'eau, des restrictions d'eau, et c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué parce que ça a rythmé mon adolescence, le fait d'aller chercher l'eau à l'extérieur, de me réveiller la nuit à 1h du matin pour remplir des réservoirs parce que sinon... faire des kilomètres, tout ça. Donc c'est quelque chose qui, sans rentrer dans le cliché, mais c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué. Je me suis toujours intéressé. J'ai pas un parcours professionnel dans le domaine de l'eau, mais je l'ai gardé dans le coin de ma tête. Et je me suis dit, si je peux m'inspirer de mon parcours, de mes compétences en mathématiques pour trouver une solution à ce problème-là, ce serait super intéressant. À la base, je croyais que c'était une problématique qui ne concernait que les pays en voie de développement. Donc, je me suis dit, le Cameroun a 40% de pertes, c'est sûrement un problème africain ou pays en voie de développement en Amérique latine ou en Asie du Sud-Est. Mais en fait, en arrivant en France, je me suis rendu compte qu'il suffit de faire 1 heure en dehors de Paris. Il y a des villes qui perdent 50% de leur eau. C'est près d'1 milliard de mètres cubes. C'est plusieurs foyers d'eau qu'on perd. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, la problématique, elle est compliquée partout. Et donc, on peut commencer ici, où je vis, à proposer cette solution et plus tard, aller dans les pays qui en ont encore plus besoin de cette solution. Donc voilà, c'est vraiment un événement qui m'a marqué, qui a fait en sorte que je travaille là-dessus. Donc, après avoir vu votre parcours, votre formation, votre motivation pour la création de l'ICMETED, nous allons maintenant voir comment vous l'implantez sur le marché français avec Flavie. Donc nous aimons savoir quelles ont été les étapes importantes pour procéder à la création de l'ICMETED en France. On va dire qu'il y a principalement 3 étapes. La première étape, c'était de trouver le bon environnement où créer la boîte. Ça, c'est super important. Il faut être entouré de gens
qui l'ont déjà fait, qui peuvent vous aider. Ça a l'air de rien. Et donc, le premier environnement où j'ai créé la boîte, c'était Entrepreneur First, qui est un programme qui accompagne des entrepreneurs qui ont des idées, qui ont la motivation pour le faire. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a une procédure de validation du problème. Parce que c'est quoi en fait le problème? Une fois qu'on a dit qu'il y a des pertes d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va au fond du problème? Comment on va pour détecter l'élément qu'on peut ajouter pour rendre le problème inexistant? Donc pour nous, c'était la prélocalisation, de dire on va réduire la distance. Qu'en fait, ils partent d'une base qui est trop grande, c'est-à-dire le linéaire, le réseau il est très grand. Il faut réduire cette proportion pour qu'il soit plus efficace. Donc première étape, être dans un bon environnement de personnes qui l'ont déjà fait pour vous accompagner. C'est le cas aussi à Goranov où ils nous accompagnent parce qu'ils ont déjà vu à quoi ressemble une start-up qui a du succès. Le deuxième point clé, c'est pouvoir financer son activité. Il faut financer l'activité parce qu'une fois qu'on a une idée, on ne peut pas l'implémenter seul. Il faut être entouré, il faut recruter des gens, il faut faire des tests et ça demande des financements. Donc on a eu à lever des fonds auprès des investisseurs privés qu'on appelle Business Angels. C'est des gens qui ont la volonté de prendre le risque et d'investir leur économie personnelle et que je remercie beaucoup parce qu'ils ont cru au projet très tôt. Ils sont concernés par la problématique environnementale et ils ont financé une partie de ce projet. La deuxième financement qu'on a eu, c'est la région. Je tiens vraiment à remercier la région Île-de-France qui nous a financé quasiment à 50% de notre activité parce qu'ils croient au fait qu'il faut préserver cette ressource d'eau, ils croient au fait qu'il faut augmenter les rendements de réseau. Donc voilà, financement. Troisième aspect très très important, c'est recruter, développer la solution et convertir les clients. Donc c'est vraiment l'activité au quotidien. Il faut recruter des gens motivés, des gens intelligents. Il faut développer la solution avec eux et ensuite il faut la vendre. Vendre c'est hyper important. Il faut convaincre parce qu'une fois qu'on a la solution, elle se vend pas toute seule. Donc il faut recruter les bonnes personnes pour développer et pour vendre la solution. Donc je dirais que c'est vraiment les trois phases qui ont été clés pour le développement, l'implémentation de l'entreprise. Un bon écosystème, trouver du financement et s'entourer des bonnes personnes pour développer et convaincre les clients d'adopter la solution. Ok. Ensuite, quelles sont les principales difficultés que votre start-up doit affronter pour assurer son développement sur le marché français? On va dire qu'il y a des difficultés à tous les niveaux. Il n'y a que des difficultés, mais je pense que l'une des vraies difficultés, c'est le fait qu'on est dans un domaine où il n'y a pas eu beaucoup d'innovation. On est dans un domaine où les techniques de recherche de fuite n'ont pas beaucoup évolué. Ça fait 50 ans que les opérateurs, les clients, les utilisateurs, les chercheurs de fuite font la même chose, sans être péjoratifs. Ils font jusqu'à un certain niveau. Ils ont permis d'atteindre un certain rendement, mais maintenant il faut passer un cap supérieur. Le problème, c'est que quand il y a aussi peu d'innovation, quand on arrive avec quelque chose qui change complètement la manière de travailler, peut-être pas au quotidien, mais qui change leur appréhension, l'idée qu'ils avaient de la recherche de fuite, de comment il faut faire, ça demande un temps d'adoption. Donc il leur faut tester la solution, il leur faut convaincre également en interne. Donc ça demande, ça prend du temps, sachant que 1 mois, parfois 2 mois pour eux, c'est très court, mais 2 mois pour une start-up, c'est très long. En 1 mois, on fait énormément de choses, en 2 mois encore plus. Donc je pense que la difficulté en France, c'est vraiment de se dire que il y a une nouvelle technologie, il y a un temps d'adoption, il faut qu'ils se l'approprient, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils voient la différence et qu'ensuite ça devienne un standard. Mais on n'a pas de doute qu'on va y arriver. On a déjà des sociétés sociétés privées, sociétés publiques avec qui on travaille. Ils voient le changement par rapport à ce qu'ils faisaient avant et ils se projettent déjà sur les utilisations futures. Et aujourd'hui, qui sont vos principaux clients? Nos clients sont les sociétés de distribution d'eau. Je pense que pour mieux comprendre nos clients, il faut comprendre un peu comment l'eau est organisée en France. En France, on a des communes ou des communautés de communes. Au total, il y en a 12 000 qui sont propriétaires des réseaux d'eau enterrés et qui confient la gestion de ces réseaux à des sociétés qui peuvent être privées comme SOR, Veolia, Suez, Agur, Aqualter, il y a plein de sociétés privées, et sociétés publiques, c'est-à-dire qu'une société publique peut être créée à ces fins. Donc nous, on vend notre solution, nos clients, ce sont ceux qui distribuent l'eau. Donc on a les maîtres d'ouvrage qui sont des influenceurs
parce que c'est eux qui finalement sont propriétaires. Et ensuite, il y a ces sociétés de distribution d'eau qu'on contacte pour leur dire voilà, il y a cette solution qui peut vous permettre de faire des économies d'eau et qui permettront à la collectivité, grâce à cette économie, d'investir dans la rénovation du réseau. Parce qu'une fois qu'on fait des économies d'eau, le maître d'ouvrage peut prendre cet argent et il peut réhabiliter des canalisations pour que le problème ne se reproduise plus dans le futur. Ok. Et pour finir, à l'avenir, quelles pourraient être vos nouvelles cibles clients, vos perspectives de développement sur le marché français ? Vous l'aurez compris, il y a ce maître d'ouvrage, communauté de communes et communes qui confie aux sociétés privées. Pour l'instant, on travaille avec les sociétés privées, mais la prochaine étape, c'est de travailler avec les maîtres d'ouvrage, les communautés de communes, parce que eux, ces maîtres d'ouvrage ne distribuent pas l'eau, mais ils ont la responsabilité de remplacer les canalisations. Actuellement, le remplacement se fait basé sur l'âge ou basé sur le nombre de fuites qu'il y a eu dans les années précédentes. Mais on remarque, grâce à notre produit, grâce à notre intelligence artificielle, qu'il y a des paramètres différents. Donc nos prochains clients, ce seront ces maîtres d'ouvrage pour leur donner des recommandations sur quelles canalisations doivent être remplacées. Parce que si on est capable de trouver les fuites, alors on est capable de faire des recommandations sur les canalisations qui doivent être remplacées afin que le rendement soit encore meilleur. Donc pour l'instant, on travaille avec les sociétés de distribution d'eau et la prochaine étape, c'est ces maîtres d'ouvrage qui, eux, ont la responsabilité de remplacer les canalisations. D'accord, merci. On le sait, 450 millions de personnes dans 29 pays différents sont confrontées à des problèmes de pénurie d'eau régulière. On voit donc que c'est un problème international. Donc, y a-t-il des possibilités de développement international de Liquimitude ? Donc, ma première question pour vous, c'est est-ce que vous envisagez de vous développer du coup à l'international ? On a déjà des projets, je vais citer l'exemple de la Jordanie qui a des sérieux problèmes de pénurie d'eau. Ils nous ont contactés, c'est-à-dire on n'a même pas fait de publicité ou de marketing digital ou quoi que ce soit. Ils nous ont contactés via le site web pour savoir comment on pourrait travailler ensemble. La ville d'Aqaba fait face à des gros problèmes de rendement et une société de services à Aqaba nous a contactés pour savoir comment on peut travailler ensemble. Il en est de même en Angleterre, en Afrique. On a déjà des contacts établis pour travailler. Donc clairement, on a une volonté de travailler à l'international, d'autant plus que le produit, il n'est pas contraint par un paramètre qui serait européen ou français. Donc, voilà. À part du coup les pays qui vous ont contacté, est-ce que vous avez identifié des pays qui ont besoin de vos services ? Ah oui, clairement, il y a quand on prend la carte des zones en stress hydrique, c'est-à-dire des zones où la disponibilité de la ressource d'eau et son utilisation vont être critiques, on voit clairement que il y a des pays d'Afrique subsaharienne, il y a des pays du Moyen-Orient, il y a des pays d'Asie du Sud-Est qui sont clairement des cibles pour nous. Donc on a différentes manières, différents critères qu'on prend en compte pour choisir ces pays. Le premier, c'est ce stress hydrique. Deuxièmement, c'est le canal. Quel sera notre canal pour y accéder ? Donc on travaille soit avec des partenaires locaux, soit en direct potentiellement. Et le dernier critère, c'est le temps que ça peut nous prendre par rapport au rythme d'une start-up. Donc il est important pour nous d'allier volonté d'avoir un impact dans le pays et les délais qu'on doit se donner pour pouvoir faire du chiffre d'affaires. Et est-ce que vous prenez en compte les questions géopolitiques et environnementales ? Clairement, c'est très important pour nous. Il faut qu'on comprenne la structure du marché local. Parfois, on a des environnements où il y a une seule société de distribution d'eau, c'est une société étatique qui distribue l'eau dans tout le pays, donc les négociations vont être différentes. On prend en compte les données environnementales en termes de stress hydrique, c'est-à-dire quel est le rendement moyen, qui finance en général les problématiques d'infrastructure d'eau dans ces pays. On remarque parfois que ce sont des banques de développement, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, donc il faut bien comprendre le flux du financement dans ces pays-là. Sinon, il peut avoir un très gros intérêt pour votre projet, mais à la fin, il n'est jamais financé. Donc, c'est très important de prendre en compte toutes ces dimensions-là. Est-ce que vous avez ciblé un pays en priorité et est-ce que vous avez commencé vos démarches ? Si j'avais un pays de cœur à choisir, j'irais le Cameroun tout de suite. J'irais proposer la solution rapidement, mais il faut être pragmatique. Il faut trouver En ce moment, c'est le canal qui est le paramètre clé. On travaille avec une société qui est déjà présente on est en négociation avec une société qui est déjà présente en Afrique
on va dire, qui ont fait le travail en amont. Et donc on veut bénéficier de leur expertise, faire un partenariat avec eux pour qu'ils puissent utiliser la solution et aider ces pays-là à augmenter leur rendement. Et donc ma dernière question, c'est quels sont les principaux obstacles pour votre développement à l'international ? On va dire que les principaux obstacles, il y en a plusieurs. Hein. Il y a encore une fois les cycles de vente. C'est-à-dire que quand on a affaire à des sociétés qui appartiennent à l'État et qui sont les seules à distribuer l'eau dans tout un pays, c'est des négociations qui sont longues. Donc c'est des négociations qui sont très longues. Il faut vraiment trouver la bonne manière, il faut aller graduellement, il faut être patient. Le problème, c'est que c'est pas la qualité des startups, être patient. Ça, on veut aller vite. Deuxième frein, il faut également avoir des références solides. Parce qu'avant de s'exporter, il faut être capable de montrer qu'en France, on est après tout une société française, il faut qu'on montre des références qui sont solides et convaincantes. On ne peut pas aller dans la ville de Jordanie et dire vous serez le premier cas d'usage de Liquimited. Il faudrait qu'on montre qu'en France, dans le Morbihan, dans la Loire, dans différentes régions, ça a été testé, c'est approuvé, c'est une solution qui est robuste. Ça va les rassurer, ça va potentiellement raccourcir les cycles de vente. Le dernier obstacle, c'est trouver le bon canal. C'est vraiment trouver le bon partenaire. Est-ce qu'on le fait en direct ? Ça aussi, c'est un canal. Est-ce qu'on le fait via un partenaire ? Donc voilà, c'est les 3 cycles de vente, références solides dans le pays où on a été créé quand même, en France, et enfin trouver le bon canal. Je pense que si on réussit à résoudre ce puzzle, on va y arriver. Pour conclure, quels sont les 3 conseils que vous pouvez nous donner si on souhaite créer notre entreprise ? On va dire que les 3 conseils, c'est vraiment... premier, il faut être passionné par ce qu'on fait. Il faut choisir un sujet dont on est vraiment passionné, parce que c'est le carburant pour se lever le matin quand on a les difficultés. C'est suffisamment difficile. Il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de challenges qui peuvent décourager si on n'est pas passionné. Donc il faut vraiment se dire que ce sujet-là, ça me tient suffisamment à cœur pour que malgré les difficultés, je me réveille le matin, je me dis voilà, je travaille pour la préservation de la ressource d'eau, je travaille pour un projet que j'espère va aider. Demain, on dira qu'en France, on a augmenté le rendement de l'eau grâce à Liquimited. Je sais que toute l'équipe en sera fière. Demain, on a utilisé la solution à Aqaba en Jordanie, dans n'importe quel pays africain ou en Asie du Sud-Est, on en sera plus que fier. Donc on se réveille pour ça. Donc ça, c'est vraiment il faut avoir un moteur fort. S'il n'est pas suffisamment fort, vous n'irez pas bien loin. C'est vraiment, l'analogie est très simple. Ensuite, il faut bien s'entourer. C'est un travail de tous les instants. Moi qui parle, je cherche toujours des gens qui sont déjà passés par là, des écosystèmes, l'écosystème Agorano, l'écosystème Entrepreneur First, début Single. Il faut essayer de s'entourer parce que il faut que la voiture ait un bon moteur, c'est-à-dire la conviction, et ensuite il faut des bons passagers pour faire le voyage ensemble. Et enfin, le dernier point, il faut y prendre du plaisir quand même. Ça reste, c'est un voyage où il faut prendre du plaisir. Il faut pas non plus, c'est difficile, c'est compliqué, mais quand même, c'est une belle aventure après tout. C'est passionnant, on applique plein de choses différentes, on grandit de par les difficultés, et donc il faut y prendre du plaisir. Et ça passe aussi par la famille, parce que c'est eux qui vont indirectement subir les bas de cette épreuve. Donc il faut leur en parler, il faut être soutenu par eux, il faut qu'il y ait ce volet tampon de la famille qui permet de garder les pieds sur terre et continuer à prendre du plaisir dans cette épreuve-là. Donc voilà, c'est les 3: être passionné, bien s'entourer, prendre du plaisir et surtout bien s'entourer d'un point de vue familial pour que ça se passe bien. Très bien. Bien, merci beaucoup pour votre temps et la pertinence de vos réponses. Et on vous souhaite à vous et à votre équipe une belle réussite avec Liquimited. Merci beaucoup, et je vous souhaite rapidement de créer d'autres entreprises à impact pour continuer ensemble à rendre ce monde meilleur.